à tous et bienvenue sur la télévision Espoir 47 dans votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous portez bien. Il est 9 heures pile et comme chaque mercredi, on prend 50 minutes pour parler vrai et sans filtre. Aujourd'hui, on aborde un moment que tous les élèves connaissent, la publication des résultats scolaires. Pour certains, c'est l'espoir qui explose, la joie, les félicitations, l'avenir qui s'ouvre. Mais pour d'autres, c'est le désespoir qui s'installe, la déception, la honte, l'impression d'avoir tout raté. Alors, comment on fait quand l'écran affiche admis ou ajourné? Comment aider ceux qui sont tombés à se relever et comment éviter que la note définisse toute une vie? Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. Et pour justement en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata. Bonjour. Comment est-ce que vous Merci. allez? Je vais bien Moi de je mon vais super côté. bien, j'irai grâce à Dieu. D'accord. On va se présenter. Nous avons de nouveaux visages sur le plateau. Présentez-vous. D'accord. Je suis Victoire Egou. Dans la vie active, pardon, je suis entrepreneur. Je fais plein de choses, mais ma plus grande passion, c'est la communication et l'événementiel. Merci. Ravi de t'avoir sur le plateau. Merci Emiliano, beaucoup. ça fait quelques semaines déjà. Justement, je suis ravi de pouvoir répondre présent aujourd'hui, après un long moment. Alors, ça fait plaisir d'être à la maison. Moi, c'est Emiliano, comme l'a dit Tata. Je suis entrepreneur indépendant, j'interviens dans le domaine du développement personnel et dans la vente des formations digitaux. En dehors de ça, je suis passionné de la communication et tout ce qui tourne autour de la prise des paroles. Donc, c'est un plaisir de répondre présent aujourd'hui. Ravi de vous avoir donc sur le plateau. Nous allons partir pour cette petite transition et revenir pour le débat. Le thème, vous l'avez déjà en bas de l'écran, résultats scolaires entre espoir et désespoir. Comment aider les jeunes à traverser l'épreuve? Alors, qu'est-ce qui rend l'annonce des résultats si violente émotionnellement? Quand on sait qu'on va proclamer les résultats, il y a une émotion qui nous anime. Alors, qu'est-ce qui justifie cela, Emiliano? D'accord, merci bien. Je dirais, ce qui justifie cet engouement, cette pression-là autour des résultats, c'est bien sûr tout le bruit qui se fait autour des résultats. Parce que vous savez, l'élève serait seul à avoir suivi les cours, mais lorsque ça en vient les résultats, ça part dans tous les quartiers. Et donc, il y a une pression qui monte. Des gens commencent à pronostiquer, on commence à faire paniquer les gens, la correction n'a pas été bonne. Donc, voilà tout ce qui tourne autour de cet engouement-là. Et ça fait monter la pression chez les candidats. Victoire, de ton côté. Moi, je trouve que déjà, faire un parcours de 9 mois, ça donne une certaine pression mentale parce qu'à un moment au cours de l'année, tu te sens fatigué et tout. Donc, à l'attente des résultats, tu te dis, est-ce que l'effort que j'ai pu fournir durant les 9 mois, ça va donner quelque chose de quand même exceptionnel? Tu te poses beaucoup de questions. Je pense que c'est ce qui fait monter la pression et aussi les parents qui s'attendent à des résultats parce qu'ils ont quand même investi. Donc, je crois que c'est ça. Alors, sur ce plateau, on aime bien parler de nos expériences personnelles. Alors, je vais rester avec toi, Victoire. Alors, parle-nous d'une situation où tu as eu admis ou encore ajourné comme réponse. Bon, je ne sais pas trop ton cursus scolaire, mais tu vas me dire quel a été le sentiment, comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Ok, je vais plutôt dire que je n'ai jamais échoué en tant que tel au cours de mon cursus, mais je me rappelle au CM2, j'étais toujours première de ma classe et au CPD blanc, je me retrouve ajournée. C'est tout un traumatisme, je vais dire déjà ma mère qui me dit tant que tu ne réussis pas, ne reviens pas à la maison. Donc, je m'étais arrêtée au bord de la route quelque part en train de pleurer au point même où le lendemain, je suis tombée malade. Parce que tout simplement, on m'a dit, tant que tu ne réussis pas, ne reviens pas à la maison. Donc, j'étais en quelque sorte traumatisée.
C'est vrai que au CEPT rouge, j'ai réussi, mais là, c'était une expérience qui m'a troublée. Et le cas contraire, quand tu reçois admis comme réponse. Quand je reçois admis comme réponse, d'abord moi-même je suis fière de moi, mais en même temps il y a cette pression-là de est-ce que mes parents vont être vraiment fiers de ce que j'ai ramené, parce que il ne faut pas seulement être admis, il faut également la moyenne. Donc tu réussis, mais tu te poses encore la question, est-ce que mes parents seront quand même fiers? Donc c'est Réussir aussi avec mention. avec mention, donc c'est tout un tas de pression aussi. Voilà. Emiliano? Oui, moi j'ai eu une très belle expérience scolaire. Je n'ai jamais échoué, Dieu merci. Et toutes mes classes, je les ai passées une fois et jusqu'à la terminale. Donc Dieu merci. Mais j'ai pu observer autour de moi ce que ça fait. Hein. Quand on échoue, par exemple, c'est se dire, mais 9 mois à aller-retour, 9 mois à bosser, à parfois rester la nuit quand tout le monde dort. Et quand ça n'a pas donné, ça fait mal en quelque sorte. Donc j'ai vu des cas, certains qui ont carrément été déboussolés. Ils ont été carrément déboussolés parce que bon, ce n'est pas prévu pour certains, mais d'autres aussi ont pu se remettre en cause et dire, ben, je sais maintenant ce que je dois remettre, je dois revoir, je sais maintenant là où j'ai failli, et l'année prochaine, je vais mieux me préparer. Donc, voilà ce que je peux dire concernant cette question-là. Voilà, Victoire vient de donner un exemple que quand elle a échoué au CEPD blanc, ça n'a pas été facile avec la famille. Alors, la société, la famille aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce qu'on met trop de pression sur la note ou bien la moyenne de l'élève pour mesurer vraiment ça, la valeur? Parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit, on attend 9 mois et à la fin, peut-être c'est soldé par un échec. On trouve que l'enfant est entre guillemets nul. Ou bien? Exact. Oui, je pense que, bien sûr, il y a de la pression autour de l'enfant, du candidat, ou je vais dire de l'élève. Parce que vous savez, pour un élève qui fait de son mieux, mais qui se retrouve par moment, il n'y a pas un suivi derrière, ben, il se sent délaissé, vous voyez? Il se sent délaissé, il y a la pression qui monte, il doit gérer ça lui seul. Donc je pense qu'il y a une pression tout autour. Ça ne vient pas que des parents, parfois aussi c'est à l'école, parfois c'est dans le quartier, les grands frères. On entend souvent dire, bah, si tu ne réussis pas, tu ne vas plus rentrer ici, et tout ce qui va avec. Donc tout cela, ça met une certaine pression à l'apprenant que bah, lui, s'il ne sait pas gérer, ça va donner ce que ça donne et que nous voyons là maintenant. Moi, je pense que déjà la société doit admettre le fait que, au-delà d'être des enfants, ils sont également des êtres humains. Et chaque être humain a des soucis, si je peux le dire ainsi. Chaque être humain a des objectifs qu'il vise. Donc l'enfant, en allant à l'école, a d'abord un objectif. Si je termine l'école, je vais devenir médecin et tout. Maintenant, pourquoi ne pas partir sur cette base pour motiver l'enfant? Je pense que le travail devrait être fait en amont, au cours de l'année, plutôt que de venir mettre une pression au moment de la proclamation des résultats. Alors, nous allons parler maintenant des cas concrets, sans toutefois heurter la sensibilité de nos téléspectateurs. Il y a eu 2 cas qui s'est passé sur notre territoire. D'abord avec la proclamation du probatoire et tout récemment du BEPC. On a vu que des élèves ont mis fin à leur vie suite à la proclamation de ces résultats. Qu'est-ce que vous en pensez d'une telle situation, Emiliano? D'accord, je pense que déjà, c'est une situation gênante, très gênante, parce que voir que pour une nouvelle, après les résultats qui n'a pas su être géré, l'on se permet de sauter la vie, ça fait très mal. Et là, en même temps, se remet en cause. Et je pense que, merci déjà au plateau pour ce thème choisi. C'est un thème qui vient à point nommé. Il faut en parler justement parce que ça, ce n'est pas prêt à s'arrêter si l'on ne fait rien en fait. Et donc ça fait mal. Quand moi j'ai vu de ces vidéos, ou la dernière fois là, j'ai vu celle-là qui s'est mis la corde, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je pense que c'est un sujet dont il faut vraiment en parler. Et il faut remettre en cause le fait qu'il faut maintenant aller vers les élèves, vers les apprenants, pour rentrer en synergie, en contact avec eux, pour leur parler. Parce que ces différentes situations ne sont pas que
autour, hein. C'est aussi psychologique, vous savez. Donc il faut parfois créer de ces espaces-là où on ira et, je vais dire quoi, sensibiliser ou sinon préparer les élèves à toute éventualité, que ce soit le succès ou l'échec. Il faut quand même gérer parce qu'après tout, l'échec, ce n'est pas la fin. C'est aussi une opportunité d'apprendre. Alors, dans ce cas de figure, qui est-ce qu'on doit blâmer? À qui la faute? Ou bien on ne doit pas chercher les... Non, justement, et la faute, ce n'est pas que venant d'une seule personne. La faute, elle incombe tout le monde, hein. Et elle incombe d'abord l'apprenant lui-même, ensuite ses parents, ensuite peut-être aussi l'école. Parce que tout le monde a sa part de responsabilité. Ça, c'est ce que moi je pense. Et j'aimerais dire quoi quand je dis que cela vient de l'apprenant lui-même. Ce dernier, si tout au long de l'année, il sait qu'il n'a pas été totalement disposé à apprendre, il n'a pas été engagé à pouvoir se former, à poser des questions, à traiter des exercices, ben normalement, quand il a un mauvais résultat, il devrait pourtant voir ça du bon côté, dire bah, j'ai ma responsabilité et je dois me préparer pour l'année suivante. Maintenant, du côté des parents, vous savez, il y a de ces parents-là, vous m'excusez, qui envoient l'enfant à l'école et après ils vous ressortent, bah, moi je lui ai tout donné, il prend 300 chaque matin, et il a les documents, ça ne s'arrête pas là. Il y a un suivi derrière. Il y a un suivi, il faut donner à l'élève tout ce dont il a besoin. S'il n'est pas bon, on peut lui faire des coups d'appui. Très important, mais vous allez voir des élèves qui se débrouillent, qui se démêlent pour s'en sortir. Et les parents attendent à la fin de l'année qu'il y ait un bon résultat. Ce n'est pas toujours évident. Il y a un suivi. Et j'aimerais vraiment faire appel aux parents, justement. Et comme je disais, les enseignants aussi, ils ont aussi leur part de responsabilité. Parce qu'à l'école, en réalité, on est en même temps le parent et l'enseignant de l'élève. Il faut pouvoir échanger de temps en temps avec les élèves pour voir comment s'adapter à chaque personne. Tous les élèves ne sont pas les mêmes. Il y a des élèves qui ont un mindset, une pensée positive forte, alors que d'autres, ils sont trop faibles que s'il n'y a pas un suivi, un contrôle derrière, d'autant plus que les parents ne sont pas toujours à l'école. Donc l'enseignant aussi devrait se rappeler que mon rôle, ce n'est pas seulement de donner les cours, mais il doit aussi pouvoir aller jusqu'à impacter la vie scolaire de cet élève-là. Je pense que si tout le monde remet vraiment en cause ses responsabilités, nous allons autant résoudre ou sinon vraiment finir avec ces histoires. Alors, Victoire, est-ce que tu rejoins l'avis d'Emiliano? Oui, je rejoins pleinement son avis parce que c'est des trois côtés, je vais dire, et l'élève, et les parents, et les enseignants. Parce que, comme je le disais, les enfants sont aussi des êtres humains et ils vivent les situations autant que les adultes pourraient les vivre. Un enfant qui sort de sa maison, tu as l'enseignant, tu ne sais forcément pas ce qui s'est passé dans sa maison. Je prends un exemple pratique. L'enfant qui, par exemple, c'est elle qui gère sa petite sœur avant de venir. L'enfant vient en retard, tu ne cherches pas à savoir exactement pourquoi est-ce que l'enfant est en retard. Tu commences par l'insulter dans tous les sens. Ça crée un certain bug dans la tête de l'enfant. Je t'assure que toute la journée, ce que tu vas enseigner, l'enfant ne va rien comprendre. Déjà, c'est un blocage et l'enfant là n'en parle pas. Et même à la maison, il a peur d'en parler parce que le parent aussi se dit qu'il a des soucis, donc il s'en fout. Et l'enfant garde tout ça. Maintenant, au moment d'aller à l'examen, il se dit, OK, je vais me libérer psychologiquement, je vais apprendre et rien ne rentre. C'est quand il rentre en salle d'examen qu'il se rend compte qu'en fait, il n'a rien dans la tête. Et quand il finit l'examen maintenant, il se dit, OK, on va encore me juger. L'année prochaine, je vais encore voir ce professeur. Ça va encore partir dans tous les sens. Moi, je pense que dans un premier temps, psychologiquement, comme mon frère Emiliano vient de le dire, psychologiquement, ça peut peser et ça peut amener à ce que nous voyons ces derniers temps. Mais en même temps, on peut dire qu'il y a des enfants qui ne sont vraiment pas conscients, entre griffes, de ce qu'ils sont allés chercher à l'école. Ça aussi, c'est un autre cas. Et voilà. Alors, quand un élève échoue, on entend souvent, ce n'est qu'un examen, c'est ce que d'autres disent. Mais pour lui, sur le moment, ce n'est pas que, ou bien ce n'est pas que ça. Pourquoi on va se mettre un peu à la place d'un élève qui n'a pas réussi à son examen. Ok. Alors,
Et ce n'est qu'un examen, ça c'est ce qu'on dit. Oui, en fait, ce n'est qu'un examen, dans le sens où c'est une épreuve pour éprouver l'élève, parce que tout au long de l'année, il a reçu des cours. Et l'examen, en réalité, il faut qu'on redéfinisse cela, en fait. Cela est une épreuve, comme j'ai dit tantôt, pour voir est-ce que les cours que l'élève a suivis, il est maintenant capable de pouvoir répondre après tout ce qu'il a appris tout au long de l'année. Donc, je pense que c'est juste une épreuve pour voir est-ce que j'ai vraiment assimilé le cours. Et si il en ressort après que je n'ai pas reçu, alors là, je pense que l'épreuve vient justement prouver que je n'étais pas prêt. Et il faut revoir comment se relever en fait. Et donc, c'est pour ça que les gens le disent. Et en même temps, l'examen, c'est ça aussi, ce n'est pas juste un mot, c'est aussi la preuve qu'on évolue. Et donc, quand parfois, après avoir travaillé, on se retrouve avec de mauvaises notes, on se dit, ça énerve, ça fatigue un peu parce qu'on a dépensé notre énergie, notre temps, on était là à circuler de partout dans le soleil, la pluie, et ça fait un peu mal, mais ça reste qu'un examen en tout cas, et les élèves doivent comprendre que c'est pour nous tester et pas parce que quand on a un mauvais résultat, pardon, et là ça veut dire que ça s'arrête là, parce que le succès, il n'est pas final, l'échec également, il n'est pas fatal, mais c'est le courage de continuer qui compte en fait. Alors, est-ce que la réussite de l'élève, elle se résume seulement à la capacité de ce dernier? Parce que l'élève peut bien écrire, mais peut-être le problème se trouve au niveau de la correction. Ou bien même lors d'examens, on a fait des reportages. Les élèves nous ont confié qu'ils sont préparés, n'est-ce pas, physiquement, avec les cours, mais surtout spirituellement. Il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Exactement. Merci beaucoup pour la question. Le succès ne dépend pas totalement de l'élève, mais l'élève a le plus grand pourcentage de fois à faire. Parce que, comme vous l'avez dit, par moment, dans la correction, il peut y avoir certaines failles et l'élève, il a bien assuré, mais les résultats s'en sortent autrement. Parfois aussi dû à plusieurs autres causes, dont je ne vais pas vraiment rentrer en profondeur. Je parlerai de comme quoi peut-être la fatigue de l'enseignant ou des enseignants qui auraient corrigé ou une erreur de frappe lors de la saisie et tout ce qui va avec. Mais le succès ne dépend pas que de l'élève lui-même. Mais lui, il doit savoir que c'est moi qui ai suivi les cours. C'est moi qui vais me faire éprouver. Et donc, je dois donner tout. Me préparer psychologiquement, me préparer mentalement, me préparer spirituellement également, parce que on connaît bien les réalités des examens aujourd'hui. Quelqu'un là qui apprend bien, mais qui arrive et ne voit plus rien sur l'épreuve. Ou voilà, commence à dormir sans rien comprendre. Il y a de ces histoires. Et tout cela rentre en jeu en fait. Donc ce n'est pas que sur l'élève en personne. Victoire? Oui, je vais rejoindre Emiliano. Le succès ne repose pas entièrement sur l'élève, mais l'élève a la majeure partie de la responsabilité. Parce que au-delà d'apprendre les leçons, il faut adopter des habitudes également. Il faut, à l'approche de l'examen, prendre beaucoup de repos, par exemple, pour ne pas avoir des maux de tête le jour de l'examen et Mais tout. souvent, c'est le contraire qu'on fait. Parce qu'on se dit que nous sommes à quelques jours, il faut vraiment... Ah oui, c'est vraiment une erreur. Quand tu es là calme, on dirait qu'il y a une partie du cours que tu n'as pas encore assimilé. Tu retournes encore. En vrai, c'est là où l'entourage doit vraiment encourager l'élève dans cette marche. Faire comprendre à l'élève que, je vais donner un exemple, l'examen est comme un grand frère qui te montre le couloir de ta destinée. Et le grand frère là, il te montre tout simplement le couloir. Il n'est pas le couloir en question. Donc, ne donne pas de toute ton âme au point d'en finir en fait. Il faut tout simplement donner le meilleur de toi. Et dans ce cas même, si ça ne marche pas, tu te dis, ok, j'ai quand même donné le meilleur de moi. J'ai quand même persévéré. Ok, maintenant, où est-ce qu'il y a eu le souci? Ça te permet de pouvoir faire un bilan et de pouvoir ressortir les points où tu as failli. Donc, je pense que c'est ça. Alors, Emiliano, quels sont les signes, on va un peu rentrer en profondeur, d'un jeune qui pas seulement peut-être à la déception normale d'avoir échoué un examen, qu'à un vrai désespoir dangereux?
C'est-à-dire, tu échoues, ça c'est normal que tu aies mal. Mais c'est où la limite où on voit que peut-être qu'il frôle déjà la dépression, ou bien c'est plus sur ce qui lui arrive. Ok, je pense que avant de parler de dépression, déjà bon, oui, tous les élèves ont cette pression, mais arriver à la dépression, là, c'est encore plus grave. Et les signes, comme vous l'avez dit, c'est quand on commence à remarquer, par exemple, chez l'élève qu'il y a du découragement excessif, au point où, par exemple, quand il se retrouve avec les amis, il dit, bah, moi, je vais arrêter, hein, si ce n'est pas à cause de papa. On entend ces discours, là, on sent que là, carrément, ça chauffe, ça chauffe. Et on va même jusqu'à aussi remarquer comme autre signe le fait que les élèves, certains, vont jusqu'à abandonner en fait. Ils abandonnent les cours, ils commencent à fumer peut-être, à boire. Là, c'est carrément arrivé à un niveau. Et je pense que c'est là, je disais tantôt, qu'il faut suivre l'élève pendant son cursus pour voir est-ce que cette personne-là y tient. Comment est-ce qu'on peut l'apporter un soutien mental, un soutien psychologique également pour ne pas qu'il en arrive là. Sinon, les signes sont là, c'est la dépression, c'est le fait les abandons de classe, c'est le découragement excessif, c'est même plus grand que ça, hein. Il y a même d'autres causes encore qui vont avec. La dépression se manifeste d'un élève à un autre. Il y a des élèves, par exemple, qui n'abandonnent pas forcément, mais qui, pendant les vacances, par exemple, s'acharnent sur tous les cahiers, c'est-à-dire qu'il en fait de trop finalement. Il a tellement envie de réussir l'année prochaine que il n'a même pas donné de repos à son cerveau. Il cherche tous les livres, même des livres qui ne sont pas de sa classe. En fait, il veut faire mieux. En même temps, il y a des élèves qui se cachent, qui n'ont même pas envie de parler à qui que ce soit, qui n'ont même pas envie de rencontrer leurs camarades. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Et dans ce cas, il faut vraiment SOS, quoi, les accompagner autrement. Alors, nous allons retourner un tout petit peu en arrière. Prenons la période juste après l'examen et la proclamation des résultats. Entre cette période-là, souvent les élèves font des petits calculs pour voir si j'ai telle note dans cette matière et telle note. Je crois que je peux joindre les deux bouts. Alors, pendant cette période-là, qu'est-ce que l'élève doit normalement faire? Rester, attendre les résultats ou bien qu'est-ce qu'il doit faire, évidemment? Ok, déjà, je dirais au début que ce n'est pas de sa responsabilité les résultats forcément. Lui, il a écrit, il a montré de ce qu'il a appris. Maintenant, c'est au résultat de lui montrer le résultat en fait. Excusez-moi de me répéter, de lui montrer le résultat de ce qu'il a fait. Donc je pense que entre la période de fin d'examen et les résultats, l'élève ou les candidats devraient tout simplement rester patient mais surtout confiant. Confiant de ce qu'il a fait, confiant de ce qu'il attend comme résultat. Moi par exemple, j'ai toujours su d'avance si cette épreuve-là j'ai la moyenne ou pas en fait. Je peux même parfois deviner la moyenne que j'ai. Et figurez-vous qu'à chaque fois, ça effleure un peu. Soit c'est un peu plus de ce que j'ai prévu, soit c'est un peu bas. Mais j'ai toujours ce que je prévois parce que je sais ce que j'écris. Donc, tout cela émane de quoi? De la préparation. Moi, j'ai toujours été dans une sorte de compétition personnelle, ce qui me permettait quand, à chaque examen, vous savez, moi, je n'ai jamais consulté. Je ne suis pas dans la pression de dire, bah, on dit que c'est déjà disponible, il faut prendre le téléphone, consulter. Moi, je vais le lendemain au centre pour voir. Parce que je sais d'avance ce que j'ai. Donc, c'est pour dire que la préparation est d'une grande importance. Et en attendant les examens, il faut tout simplement patienter, ne pas paniquer. Parce que parfois aussi, la panique nous tue à moitié avant peut-être que le résultat ne vienne nous terminer. Donc voilà, donc il faut quand même que l'étudiant ou le candidat reste patient et voit son résultat. Et comme je dis, surtout confiant de ce qu'il a produit à l'examen. Voilà, selon Emiliano, patient et confiant. Victoire? Selon moi, il ne faut pas être pessimiste. Il faut toujours viser le bon côté. Et surtout, comme Emiliano l'a dit, tu sais déjà ce que tu as écrit.
et tu sais approximativement ce que ça peut donner. Maintenant, si ça vient un peu moins, ok, on rend grâce. Si ça vient un peu plus, on rend grâce et on revoit un peu les à côté, qu'est-ce qui n'a pas marché, voilà. Alors, cette question toute simple, hein, mais qui peut paraître pertinente, l'échec à un examen, est-ce la fin? Non, Mhm. l'échec à un examen n'est pas la fin. Déjà que tout le monde n'a pas la même manière de fonctionner et tout le monde n'a pas le même train de vie. Et l'échec à un examen n'est pas une fin. Peut-être que tu peux échouer à un examen, mais c'est en cette même année que tu peux découvrir une passion en toi qui peut devenir une grosse entreprise, par exemple, dans 5 ans. Donc, l'échec n'est pas une fin. Alors, et j'aimerais citer cette citation de Sénèque. Je l'ai dit tantôt, il disait, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, mais c'est le courage de continuer qui compte. Alors, je réponds à la question en disant non, non et non. J'irais même jusqu'à dire non avec grand N. L'échec n'est pas final. C'est même une preuve de découvrir notre opportunité d'apprendre mieux ce qui n'a pas marché hier. Donc si nous comprenons ça dans ce ordre d'idée-là, dans ce contexte-là, je pense que nous aurons une conscience un peu plus transformée. Et les élèves doivent comprendre cela. L'échec n'est pas la finalité. C'est peut-être aussi le début d'une histoire. Et même lorsque, dans le contexte scolaire, je ne passe pas mon examen, j'ai quand même appris beaucoup de choses tout au long de l'année. Peut-être d'un enseignant qui nous partageait une expérience donnée, une leçon de la vie. Il faut considérer tout ça parce que tout ce que nous prenons à l'école, ce n'est pas que des cours. Tout cela va contribuer aussi à notre vie. On a vu des gens qui n'ont pas vraiment excellé à l'école, mais par leur mentalité, par leur conscience positive, ont su faire de grandes choses. Donc il ne faut pas que nous nous limitions maintenant à l'échec, mais plutôt voir du bon côté de comment on peut se relever, parce que derrière chaque échec, il y a une autre opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Alors, parlons de la manière dont on annonce les résultats. Nous savons, il y a quelques années en arrière, c'est au centre, vous allez au centre et puis on appelle le numéro candidat approché. La phrase qui fait peur. Justement. Mais aujourd'hui, ce sont les consultations en ligne et tout ça là. Alors, est-ce que l'école doit avoir cette manière d'annoncer les résultats? Ou bien c'est la bonne manière? Je vais d'abord prendre l'avis de Victoire. Moi, je pense que c'est une bonne manière aussi, hein, parce que il y a des enfants qui, juste après les examens, partent en vacances, par exemple, et le temps de revenir et tout. Je pense que en ligne, ça le fait, mais va voir la manière dont l'entourage utilise ces utilisations, si je peux me répéter en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît ton numéro de table tape Oui. déjà à l'avance et commence par communiquer à toute la famille et ça va dans tous les sens. C'est là où il y a le problème. Sinon, le canal même en soi, je pense que c'est mieux. C'est mieux. Oui, même avis, même avis. C'est vrai que lorsque c'est digitalisé, tout le monde peut, quand il a le numéro de table, aller consulter, voir d'avance et parfois même chanter ou bien menacer ou sinon effrayer le candidat lui-même qui n'a même pas encore consulté. Comme je disais tantôt, moi je n'ai jamais consulté, c'est pas pour dire que c'est pas bien, mais je trouve que, bon, moi c'est dans mon cas, hein, étant confiant et tout, il faut quand même que j'y aille pour voir les trucs de moi-même, de façon plus réelle. Mais je pense aussi que c'est une bonne chose. Parce que de quoi nous parlons? Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes dans le siècle du digital, de l'Internet. Il faut quand même changer les choses. Je salue cela, déjà cette action. C'est très louable. Mais il faudrait que les utilisateurs sachent en faire usage. Sachent en faire usage parce que, bon, après tout, c'est pour nous aider, comme l'a dit ma soeur. Et tu peux être juste après les examens, tu es parti en vacances, peut-être il y a un déménagement de tes parents et tout dans d'autres villes. Tu ne peux pas aller au centre. Donc rapidement avec ton téléphone, tu consultes et tout, tu as le résultat. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et l'émotion des centres, qu'est-ce qu'on en fait? L'émotion L'émotion dans la des centres. proclamation des résultats, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense que l'émotion des centres, ça choque beaucoup plus, hein, parce que il y a les camarades, il y a tout le monde. Et puis, au cas où tu échoues,
C'est-à-dire qu'on appelle le nom de tout le monde et puis on n'entend pas ton nom. Déjà, ça commence par les moqueries. Bon, en ligne, on sait que c'est en ligne, c'est derrière le téléphone. Mais là, c'est réel, tu le vis. Et s'il y a vraiment personne pour t'accompagner au centre, je pense que ce serait difficile à supporter. Donc, consulter et puis aller voir sur l'affiche après, moi, je trouve ça top, quoi. Emiliano qui n'a jamais consulté, hein, qui va... L'émotion des centres. Oui. Ouais, je pense que l'émotion va nous manquer un peu. L'émotion va nous manquer un peu parce que il y aura plus, voilà, de cet engouement là autour de ça. Il y a les pleurs par-ci, les rires par-là. Tout ça contribue à l'émotion. Mais je pense qu'après tout, les résultats, c'est pas un spectacle. Et donc, on ne doit pas, on ne doit pas penser au manque d'émotion pour s'en faire un souci. Et nous parlons du digital, nous parlons du 21e siècle. Il faut quand même aussi fonctionner selon les réalités d'aujourd'hui. Et bon, c'est pas aussi comme si certains y vont au centre quand même. Comme je dis, moi j'allais toujours. Jusqu'à maintenant, si la personne ne veut pas consulter, elle peut aller. Celui-là qui veut voir l'émotion pourra la voir, mais sauf que ça sera diminutif par rapport à avant. Alors, un exemple, vous avez un ami qui vient d'échouer à son examen, nous parlons l'instant T. Qu'est-ce que vous lui direz? Il vient d'échouer, il a mal. Qu'est-ce que vous lui direz? Bah, très cher ami, la vie ne s'arrête pas là. Tu as donné ce que tu pouvais donner et la nature a vu. Mais sache que ce résultat que tu as eu là ne vient pas te donner une réponse définitive au reste de ta vie. Ce n'est qu'une étape. Et si tu sais gérer cette étape-là, donc, je pense que tu vas te relever bien plus fort. Parce que parfois aussi, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un là qui me suit, qui est dans le cas. Lorsque parfois même on échoue, peut-être que devant, selon peut-être la filière qu'on a décidé de faire, la moyenne qu'on aurait eue, même si on avait passé, ne nous permettrait pas de poursuivre notre objectif de vie. Peut-être je vais faire la médecine. Mais cette année-là, ça n'a pas marché. Ça aurait pu marcher, mais j'aurais eu une moyenne qui ne me permet pas d'aller m'inscrire dans cette discipline-là dont j'ai toujours rêvé de faire. Donc, je veux dire quoi? Ça permet à ce que je me prépare pour me relever bien plus fort, avoir un meilleur résultat à la suite et pouvoir poursuivre mes rêves. Alors, très cher, sache que l'échec n'est pas final. Ça ne vient pas définir ta vie. Ça vient tout simplement te prouver qu'il y a une opportunité derrière. Tu dois pousser la porte. Ça veut dire quoi? Te relever. On ne pleure pas. On ne pleure pas quand vous le dites à quelqu'un. Il faut savoir. Mais parfois, il faut pleurer pour évacuer, voilà. Ouais, il faut. Ouais, bon, ça dépend. Hein, le pleur à un niveau donné, je parle de ça. On ne pleure pas. Il ne faut pas pleurnicher au point où, voilà, on se noie par les larmes. Il faut savoir se relever. Après tout, ça ne s'arrête pas là. On a vu des gens. Je vous raconte une anecdote. Hein. C'était à une proclamation d'examen et un jeune candidat vient tout en pleurant qu'il a échoué. Il y avait un autre candidat à côté de lui, c'est une personne âgée. Il demande, mais pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai échoué. Et il dit, c'est quelle fois tu fais l'examen? Il dit, la première fois. Le grand frère lui a cogné. Il dit, toi, tu échoues une première fois, tu pleures. Moi, j'ai fait 8 fois. Donc, tu ne dois pas pleurer. Donc, vous voyez, c'est pour dire que même quand on échoue parfois, on peut se relever si on sait qu'en réalité, ça ne définit pas le reste de notre histoire. Tout cela fera partie de l'histoire racontée demain et je pense qu'il faut voir le bon côté. Donc, à ce candidat-là qui a reçu un mauvais résultat, prends courage, relève-toi, apprends, parce qu'il y a derrière là une opportunité, une toute nouvelle histoire qui t'attend. Et tu dois rester fort pour voir cette page-là. Merci. Moi, je veux tout simplement dire à cet ami-là que ça un pas en arrière pour mieux sauter. Et je vais lui dire, fortifie-toi et aie bon courage. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça s'est passé sûrement, certainement pour un but. Donc, il faut plutôt analyser
Et je sais que ça fait mal, voir toutes les énergies dépensées et tout. Ça fait quand même mal, mais se poser et revoir comment en faire une opportunité, comme mon frère le dit, c'est beaucoup plus mieux. J'ai vu des gens et c'est quand ils ont échoué qu'ils ont su, par exemple, qu'ils ne sont pas faits pour la série D, mais plutôt pour la série A4, pour les lycéens. Donc, voilà, il faut voir le bon côté des choses. Alors, après la proclamation des résultats, c'est la période estivale, nous sommes dans les vacances. Alors, comment aider cette personne à passer les vacances? C'est vrai, il ne faut pas pleurer, tout ça, ce sont des belles paroles, des paroles réconfortantes. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment l'aider justement à passer cette période-là? Parce que souvent, ils ont tendance à retourner vers les cahiers pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, tout ça, ça plonge encore dans cette dépression. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cette personne-là? Alors là, nous parlons du candidat qui a échoué ou du candidat... Du candidat qui a échoué. Ah, ok, d'accord. Oui, comment l'aider à passer une belle vacance? Je pense que, comme j'ai dit, il doit voir son échec d'un bon côté. Ça, déjà, ça lui met bien, ça le rassure, en étant conscient du travail qui reste à faire, en étant conscient du pain qu'il a sur la planche, et pouvoir s'occuper à d'autres activités pour ne pas vraiment y penser. Dans les vacances, en réalité, ce n'est pas pour se reposer, ce n'est pas que pour partir quelque part. Il faut quand même apprendre d'autres compétences. Peut-être que c'est dans ça que je vais découvrir une autre passion de ma personne, dont je n'ai jamais vu. On a vu des gens en vacances qui sont allés faire une formation en prise de parole. Ils ont compris qu'en réalité, je suis un grand orateur. Je peux animer des événements. On a vu des gens qui sont allés faire une formation en montage vidéo. Ils ont découvert qu'en réalité, c'est là ma passion. J'aime tenir la caméra. J'aime filmer. Et c'est là le truc naît en fait. Donc si le candidat reste là pleurnicher sur son sort et ne va pas à la rencontre d'autres compétences, je pense qu'il est son propre obstacle et il ne faut pas faire ça. Il faut s'occuper par d'autres activités, il faut aller voir des personnes, causer et surtout ne pas se laisser emporter par les paroles négatives autour parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours ceux qui n'ont rien compris et vont vous juger. Mais sachez qu'en réalité, ils n'ont pas à vous définir ce que vous avez à faire si vous-même, vous avez déjà au préalable pris des dispositions pour ainsi vous relever et faire fort. Donc voilà ce que je conseillerais à ce candidat-là de bien vouloir faire. Victor? Moi, je ne ferai pas que conseiller le candidat en question, vu que je suis son ami. Je l'accompagnerai plutôt psychologiquement, lui faire comprendre que, ok, ça va aller, c'est une étape. Et comme je l'avais dit, maintenant, l'aider à voir exactement ce qu'il aime. Maintenant, dès qu'on découvre ce qu'il aime, on peut mettre ça en pratique. Si je découvre par exemple que c'est quelqu'un qui peut être un grand pâtissier, pourquoi ne pas l'aider à trouver une école de cuisine, par exemple, le temps pour lui de s'initier dans un autre environnement, de nouvelles personnes qui lui donnent forcément, parce que c'est quelque chose qui le passionne. Donc, quand il le fait, il va se retrouver beaucoup plus mieux. Et je pense que ça l'aiderait, comme je le disais, quand il va retourner à l'école, à savoir sur quoi mettre l'accent afin de pouvoir réussir beaucoup plus. Parce que moi, quand j'étais au lycée, par exemple, j'étais beaucoup plus mieux dans les langues. Et arrivé à un moment, je ne me cassais plus la tête pour apprendre les maths parce que je voyais que malgré les efforts que je fournissais, ça ne donnait rien. Donc, en vacances et tout, quand j'ai remarqué que c'était beaucoup plus mon potentiel, j'ai beaucoup plus opté pour la lecture, tout ce qui pourrait m'emmener à mieux m'améliorer dans ce que je fais le mieux. Et ça m'a aidé à combler les vides des mathématiques. Donc, voilà. Nous sommes pratiquement arrivés donc à la fin de ce débat. Votre mot de la fin concernant le thème résultats scolaires entre espoir et désespoir. Comment aider donc à traverser l'épreuve? Emiliano, ton mot de la fin. Comme mot de la fin, j'aimerais encore une fois faire appel à toutes les trois personnes dont j'ai parlé au début. Je parle ici de l'enseignant, de l'élève lui-même, des parents. Tous autant que nous sommes, chacun a sa part de responsabilité, je l'ai dit tout au long de l'émission. Et il est peut-être temps que nous revoyions la façon dont nous répondons présents devant ces responsabilités-là. Et aux élèves, j'aimerais qu'ils gardent ce message. Derrière chaque échec,
il y a une opportunité d'apprendre. Il faut voir le bon côté. Et donc, en conclusion, il faut rester fort, confiant et se préparer pour mieux se relever. Parce qu'en réalité, votre voix, votre histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer. Moi, je dirais d'abord aux enseignants, vous êtes des encadreurs, mais en même temps des parents. Et vous jouez un rôle assez stratégique dans la vie des élèves. Donc, prenez garde à ce qui sort de vos bouches et de vos actions à l'égard des élèves. Aux élèves, je dirais que tout ce que tu fais, fais-le bien. Et quand ça arrive qu'il y ait un échec, ok, la vie continue, on ne se fige pas sur l'échec, mais on en fait un pont pour aller beaucoup plus loin. Aux parents, je dirais que vous devez comprendre que vous êtes en même temps des répétiteurs, des encadreurs et des psychologues dans la vie de vos enfants. Donc, l'accompagnement des enfants est beaucoup plus important que vos business, si je peux le dire ainsi. Mais c'est un business qui va aider à investir dans la scolarité des élèves. Oui, Merci à vous. Je crois que le message est passé donc concernant ce thème. Vous l'aurez constaté, Joseph, il est absent. Donc, vous n'aurez pas cette rubrique top secret de la langue de Molière. Donc, c'est parti pour la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.